Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter ce qui est pour moi la preuve la plus simple du théorème de Kronecker qui dit que si P est un polynôme unitaire à coefficient entier et que toutes ses racines sont de module inférieur ou égal à 1, alors ces racines non nulles sont racines énièmes de l'unité. Donc ça c'est d'ailleurs un théorème assez profond en géométrie différentielle. Alors quand je dis que c'est une preuve simple, attention, c'est une preuve de master, c'est-à-dire avec les éléments qu'on a en master. Alors que la preuve que je vous ai présentée il y a pas si longtemps en vidéo, cette première preuve, qui utilisait les relations coefficient-racine, c'était une preuve, on va dire, de licence, hein, avec des éléments de licence. Et bien sûr, alors on peut se demander qu'est-ce que ça veut dire une preuve simple, parce que une preuve simple qui utilise des choses compliquées, c'est un peu difficile. Donc on va dire que la première preuve était élémentaire, et celle-ci est non élémentaire, mais simple. On peut être simple et non élémentaire, élémentaire non simple, complexe et pas difficile, et inversement. La vérité, c'est qu'on nous cache la vérité. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Alors voici un prérequis, on va dire c'est quelque chose qu'on sait normalement faire en master, qu'on a vu dans un cours de master. Si vous avez P dans Z de X unitaire, et alpha une racine de P, vous prenez mu alpha Q, le polynôme minimal de alpha, sur Q de X, d'accord? Alors attention, hein, c'est le polynôme qui va diviser tous les polynômes, le polynôme de Q de X, qui va diviser tous les polynômes qui annulent alpha et qui sont dans Q de X. Donc en particulier, il divise P. Et puis pour dire le polynôme, on le prend unitaire. On sait que sur Q, comme Q est un corps, tous les annulateurs de alpha forment un idéal, et on prend le générateur de cet idéal qui est principal. Alors le fait qu'on ait un polynôme annulateur de alpha dans Z de X et unitaire, eh bien ça implique que mu alpha Q est aussi dans Z de X. Alors ça, c'est un classique qu'il faut savoir démontrer avec le contenu. C'est toujours un petit peu les mêmes choses, les mêmes techniques, donc ça vaut le coup de regarder. Bon, alors on va appeler Q, ce polynôme mu alpha Q, ce sera plus simple, et on va écrire mu égale QR. Voilà. Alors pourquoi ça? Parce que dans Q de X, Q divise P, parce que P est annulateur de alpha, donc c'est son boulot à Q. Donc pour l'instant, Q et R sont dans Q de X. Q est unitaire, mais bon. Voilà. Et donc R est unitaire aussi. Je prends A et B des entiers non nuls, tels que A fois Q est dans Z de X, quitte à multiplier par un nombre assez grand, on peut supposer ici que Q0 est dans Z de X, et on fait pareil pour R0 avec un B qu'on multiplie par R. Voilà, donc maintenant je multiplie par AB des deux côtés, donc je vais avoir AB fois P égale Q0, R0 bien entendu. Maintenant, je prends le contenu. Qu'est-ce que c'est que le contenu? Je vous rappelle que dans un polynôme, parce qu'on n'a que des polynômes, maintenant on est à coefficient dans Z de X, donc pour un polynôme à coefficient dans Z de X, c'est le PGCD de tous les coefficients. D'accord? Donc le plus grand élément pour la divisibilité, tel que quand on quotiente par cet élément, on reste dans Z de X. Ça nous fait que AB fois le contenu de P, mais comme P est unitaire, forcément, le PGCD des coefficients, ça va être forcément 1. Donc AB fois le contenu de P, donc AB fois 1, est égal au contenu de Q0, R0. Mais le lemme de Gauss, disons un théorème de Gauss, nous dit que le contenu du produit, c'est le produit des contenus. Donc on a contenu de Q0 fois contenu de R0. Voilà. Donc ça fait que maintenant, A fois B, c'est égal à ce produit, donc je peux diviser des deux côtés cette égalité par A fois B, et j'ai P égale Q0, R0 sur le produit des contenus, que je dispatche comme ceci, Q0 sur le contenu de Q0, et R0 sur le contenu de R0. Donc maintenant, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un polynôme de Z de X, puisque j'ai divisé par le contenu
contenu. Et là, j'ai un polynôme de z de x. Donc j'ai le produit de deux polynômes, Q1 et R1, qui sont dans z de x. Et comme ici, P est unitaire, en regardant le plus haut coefficient, j'en déduis que Q et R, ben, leur plus grand coefficient, c'est 1 ou moins 1, et je peux toujours supposer que c'est 1. Voilà. Quitte à multiplier par moins 1 ici. Donc, j'ai Q1 unitaire, d'accord ? Q1 unitaire et qui est proportionnel à Q, donc il est dans Z de X et il annule alpha, eh bien forcément, comme il annule alpha, c'est le polynôme, donc Q1 est égal à mu alpha Q, c'est-à-dire à Q, et donc j'ai prouvé que ceci appartenait à Z de X. Voilà. Bon, alors ça c'est un classique hein, des applications du contenu. Mais maintenant, je vais vous montrer comment ce classique permet de démontrer le théorème de Kronecker. Regardez, si j'arrive à montrer que ce théorème est valable pour P irréductible unitaire, hein, dans Z de X. Alors, regardons ce qui va se passer. Bah, pour ce polynôme, il va être irréductible, parce que c'est le polynôme minimal d'un élément algébrique. Il est unitaire, par définition. Il est à coefficient dans Z, d'après ce qu'on a vu là. Et toutes ces racines sont racines de P ici, donc finalement on vérifie ça. Voilà. Donc, j'aurai plus qu'à appliquer le théorème à lui, et j'aurai le fait que alpha est soit nul, soit racine énième de 1. Donc, je me ramène au cas où P est irréductible. Voilà. Et ça, vous allez voir, c'est important. Voilà. Donc là, maintenant, on a élagué, et ça va être très simple. Toutes ces racines sont simples, puisqu'il est irréductible. D'accord ? On a un polynôme irréductible sur Q, ces racines sont simples, c'est bien connu. Donc, la matrice compagnon de P est diagonalisable sur C. Parce que, je vous rappelle, que le polynôme minimal de CP, c'est justement P. Et donc, sur C, bah, ça va être scindé simple, donc c'est diagonalisable. Donc, je vais écrire CP égale U du-1 avec U dans GLN de C. Et D, bah, diagonale, et ici, j'ai CP puissance M égale U dm U-1. Bon, ça c'est clair, je mets à la puissance M cette relation. Alors, maintenant, j'affirme que D puissance M, quand M parcourt N, est borné. Ah oui, puisque, par définition, ici, les alphas sont en module inférieur ou égal à 1, donc quand on met à la puissance M, ça va être borné. Donc, maintenant, comme on passe de D puissance M à C puissance M par la conjugaison, qui est une application linéaire, donc continue, c'est un endomorphisme, hein, c'est continu, ça va transformer un ensemble borné en un ensemble borné. Donc les CP puissance M sont bornés. Mais maintenant, ils sont bornés, mais cette fois-ci, ils sont bornés dans Mn de Z. Voilà. Donc c'est des matrices à coefficient entier. Il faut imaginer que c'est borné et que c'est un réseau, là, ici. Donc, ben oui, dans ça, c'est isomorphe à Z puissance N au carré. Et comme c'est borné, bon, toutes les normes sont équivalentes. Hein, donc on a que c'est borné pour la norme infinie. Donc c'est à l'intérieur d'une sphère, qui est une espèce d'hypercube, mais un hypercube de Mn de Z. Donc vous voyez bien que c'est fini. Donc les CPM, quand M parcourt N, et non pas Z, cet ensemble-là est fini. Voilà, c'est tout. Donc c'est fini. Comme il y a un nombre fini de CP puissance M, et bien là on revient et il y a un nombre fini de D puissance M, puisqu'il y a une bijection entre les deux. Ok ? Donc maintenant, on va regarder D comme la diagonale des alpha 1, alpha n avec alpha égale alpha 1. Hein. J'avais dit que je mettais alpha en premier parce que c'était lui que j'avais désigné comme la racine qui m'intéressait. Eh bien, bon, bah, il y a un nombre fini de ça. Bah, forcément, comme n est infini, il y a forcément deux éléments naturels S et T distincts, tels que alpha puissance S égale alpha puissance T.
Voilà. Et en utilisant le fait que S et T sont distincts, on a que alpha est soit nul, soit alors racine énième de l'unité. Bon, voilà. Je trouvais que c'était une preuve assez instructive. Alors, pas en agrègue interne, mais là, cette fois-ci, en agrègue externe. Et on a terminé. Ben voilà. On y est enfin. Je crois pas, non. Comment ça? On a atterri.